Très bien, merci d'être resté jusqu'à ce moment. Voilà. Euh, donc je suis le capitaine de vaisseau Christophe Guillemette, je suis officier spécialisé de la marine en sécurité. Donc en fait, je ne le cache pas, j'ai de l'appétence pour les risques, les menaces, les crises, les signes noirs et autres subtilités qui nous donnent de l'incertitude et pour lesquelles moi je vois surtout de l'opportunité. Voilà, c'est mon côté darwinien, voilà, sans doute. Euh, j'ai servi pendant 10 ans en unité, enfin un peu plus de 10 ans en unité embarquée, puis un temps sur des unités opérationnelles à terre, dont les marins-pompiers de Marseille, où j'ai eu l'honneur de commander une compagnie opérationnelle. Et puis ensuite, eh bien, comme pas mal d'officiers supérieurs, est venu mon tour en échelon central à Paris, où j'ai servi 3 ministères. Et oui, oui. Donc le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur et bien évidemment le ministère des Armées, voilà, dans les opérations, ainsi que le service du Premier ministre. Voilà, donc autant vous dire que l'esprit de survie, mon esprit de survie est affûté et qui doit être, enfin sincèrement, il faut que l'esprit de survie soit beaucoup plus affûté au niveau central qu'au niveau tactique, hein, c'est clair. Voilà, dans les couloirs de Matignon ou autres, des fois vous pouvez avoir des balles perdues. Voilà. Donc voilà pour l'introduction. Je vais vous parler bien évidemment notamment des marins-pompiers de Marseille. Donc mes propos vont s'inscrire dans celui de monsieur l'inspecteur général. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'abord de m'avoir invité. Voilà, l'amiral commandant le bataillon vous remercie d'avoir pensé à cette belle unité atypique qu'est l'unité. Pour l'instant, j'ai vécu une journée incroyable ici où j'ai vu un capitaine de l'armée de l'air parler de façon passionnée des sous-marins. Mon capitaine, merci pour ce grand moment d'interarmée, où j'ai pu constater également que je n'avais pas lu toutes les Martines, la collection de Martine. Je laisse le soin au traducteur expliquer cette subtilité littéraire française. Voilà, et puis vous allez voir que Marseille est une ville, d'abord, voilà, Marseille c'est une très belle ville. Marseille c'est toujours différent pour tout. Marseille, on l'appréhende, certains l'appréhendent. En fait, c'est une ville, croyez-moi, passionnante, des fois dévorante. Mes heures de sommeil je suis un peu en carence de sommeil, là, mais c'est comme ça. Marseille aime la différence. Voilà. La France avait des vaccins, Marseille avait la chloroquine. La France, vous l'avez vu, a un préfet par département, Marseille en a 2. Voilà, il y a un préfet de département et un préfet de police. Ils sont en concurrence. Ça reste entre nous, c'est Chatham House. Voilà. La France fait du foot, Marseille à l'OM. Je laisse là aussi le traducteur expliquer ce qu'est l'Olympique de Marseille en football. En fait, la France a des sapeurs-pompiers et Marseille a des marins-pompiers de Marseille. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout d'abord les marins-pompiers de Marseille. Je n'allais pas m'attribuer
Donc les formulaires d'engagement au bataillon sont à la sortie, bien évidemment. Donc, je vais vous parler donc du sujet qui nous a animés pendant toute cette journée, à travers, bien évidemment, le prisme du bataillon de marine-pompiers de Marseille. Donc, on a parlé d'interservice. Donc, le bataillon, en fait, c'est son quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons déjà différents employeurs. Voilà. Certes, nous sommes mis à disposition du maire de Marseille, donc la seule unité militaire donc, qui est mise à disposition d'un élu de la République. Voilà, déjà, en soi, c'est une particularité qui nous pose pas mal de problèmes en termes de protocole, déjà. Voilà. Mais donc, mis à disposition du maire de Marseille, mais pas que, puisqu'en fait, pour certaines missions, notamment avec nos camarades des commandos marines, nous relevons donc du chef d'état-major des armées pour notre intervention en reprise d'environnement en contre-terrorisme maritime. Nous dépendons également du préfet maritime donc, pour l'action de l'État en mer, puisque de par la loi, nous sommes également compétents pour intervenir en mer. En mer, ça ne veut pas dire au large de Marseille, ça veut dire en mer. Donc c'est non seulement dans les eaux territoriales françaises, Manche-mer du Nord, Atlantique, en Méditerranée, mais également si demain il devait y avoir un événement d'envergure outre-mer sur un navire à passagers, eh bien le bataillon est, de par la loi, peut être engagé. Voilà. Nous avons par exemple reçu il y a quelques mois nos camarades britanniques de London Fire Brigade et du MI5 pour voir comment nous pourrions venir en appui lors des phases s'il devait y avoir un problème sur un ferry, bien évidemment, sous la direction des forces spéciales. Voilà, donc voilà, c'est marin-pompier de Marseille, mais c'est aussi unité de la marine qui peut être engagée au profit des armées et du préfet maritime. C'est également, donc, on l'a vu, donc, dans certaines conditions, le maire assure de par son pouvoir de police administrative la réponse au quotidien, c'est dans ses responsabilités, donc il a la direction des opérations, et dans certains cas bien spécifiques, eh bien, c'est le préfet de département qui prend la main. Le préfet de département des Bouches-du-Rhône, il est également préfet de zone. Voilà, il cumule ses casquettes, lui aussi, hein, 2 casquettes, mais un seul salaire. Et donc, lorsqu'il y a un événement dans les Alpes-Maritimes, où il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pardon, dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, c'est le préfet de zone qui a demandé à ce que certains moyens, dont ceux du bataillon, soient engagés dans un autre département, donc en dehors de notre zone de compétence native donnée par la loi. Et dans ces conditions, nous devenons en fait un moyen de l'État. Voilà, c'est une subtilité de la loi française. Vous avez des moyens qui relèvent des collectivités, et quand ils sont engagés par le préfet de zone, subtilement, ils deviennent des moyens de l'État. Voilà, c'est très facile. Donc voilà, donc le préfet de département, des frais des Bouches-du-Rhône, et bien évidemment pour certaines opérations, nous relevons également du ministère de l'Intérieur qui peut nous engager dans le cadre du traité de Lisbonne et du mécanisme européen. Voilà, oui, il y a des choses qui marchent en Europe, voilà, et notamment le traité de Lisbonne avec cette possibilité de coopération entre les États membres. Et lorsqu'il y a un État membre qui est en difficulté, eh bien, il y a un mécanisme qui fait que nous pouvons être engagés par le ministère de l'Intérieur sur un État membre, ou alors par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre d'un accord bilatéral. Donc c'est comme ça que nous sommes intervenus il y a quelques semaines. Le bataillon était en Turquie, vous voyez, donc il y avait des Marseillais en Turquie. Et dans le même moment, nous avons été engagés au Chili, voilà, pour les feux de forêt. Voilà, donc être officier général, donc amiral commander le bataillon, c'est voilà, avoir une bonne compréhension de la lecture politique et administrative et internationale française. Voilà. Alors le bataillon est une mission, pardon, le bataillon est une unité militaire investie à titre permanent d'une mission de sécurité civile, comme les formations militaires de la sécurité civile qui relèvent du ministère de l'Intérieur, comme la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui relève du préfet de police. Voilà. Chers collègues anglo-saxons, je vous prie bien voir m'excuser pour ces moments d'histoire, voilà, mais la France s'est construite sur l'histoire. Et donc le bataillon, lui, relève du maire de Marseille, voilà, comme je vous le disais. Donc c'est des petites subtilités qui, dans notre quotidien, n'en est pas une. Mais donc nous réalisons pour autant, voilà, des missions de sécurité civile. Et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est la protection et l'intervention en cas de sinistre,
avec la protection des personnes, des animaux, des biens, de l'environnement. Alors ça, c'est important, en fait, c'est ce qu'on appelle, auparavant, c'était le PVE, personnes, biens, environnement, et puis la loi Matras que vous a, comment dirais-je, cité monsieur l'inspecteur général, en fait, est venu rajouter les animaux. Bon, évidemment, Marseille n'était pas une ville très rurale. Bon, on s'en occupe aussi, hein, nous avons nous arrive d'avoir des cobras, des choses comme ça, des subtilités avec les nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Mais donc la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ça a un sens parce que c'est ça qui va construire notre intervention. Dans nos interventions, nous allons toujours, ce qu'on appelle la marge générale des opérations, c'est le guide, la marge générale des opérations, et dans notre marge générale des opérations, nous allons toujours définir nos lignes d'opération dans ce sens. Les personnes, les animaux, les biens et l'environnement. Subtilité, en mer, parce que là on voit bien qu'on est sur là se relève du code de la sécurité intérieure. En fait, en mer, notamment en dehors des eaux territoriales, il peut en être autrement. Voilà. D'abord, ce n'est pas défini dans la loi française, dans quel sens, en mer, dans quel sens on le met. Mais par exemple, en mer, lors d'un naufrage d'un navire, eh bien, in fine, bon, évidemment les personnes toujours, évidemment, mais in fine, nous allons peut-être privilégier l'environnement par rapport au bien. C'est-à-dire qu'en gros, le navire peut couler, mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas une pollution sur l'ensemble du littoral français. Vous voyez ? Voilà. À terre, en fait, c'est différent. Voilà, donc il y a cette notion de PABE, ce qui fait que notamment en feu de forêt, où vous avez voilà, des hectares et des hectares qui sont en jeu, vous allez devoir potentiellement dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité pour sauver une maison au milieu du massif et laisser brûler des dizaines d'hectares. Voilà, donc aujourd'hui, ce genre de choses pose question, mais en tout cas, la loi, c'est la loi. Voilà. Alors, volontairement, voilà, on a parlé de crise, mais moi, il me semble qu'en fait, il y a différents types de crises. Voilà. Et s'agissant des acteurs du secours, en tout cas des marins-pompiers de Marseille, nous intervenons toujours en milieu de crise. C'est notre métier, la crise. Voilà. Et donc, quand nous intervenons chez un particulier, dans lequel se passe, je sais pas, par exemple, un malaise, tout simplement, eh bien, chez ce particulier, c'est la crise. Oui, dans la sphère familiale, c'est la crise. Nous arrivons dans cet environnement, pour nous ne sommes pas en crise. Nous interagissons, nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas partie prenante à cette crise, puisque c'est notre métier. Voilà. Et il en est de même pour, en fait, la plupart des crises. Voilà, vous avez bien évidemment entendu parler de la rue de Tivoli, l'effondrement malheureux de la rue de Tivoli il y a un mois et quelques jours à Marseille. Voilà. Il y a eu une crise. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille n'était pas en crise. Voilà. Distinction. Voilà. Puisque nativement, nous sommes faits pour ça. Et nous sommes organisés pour cela. J'ai mis en rouge les crises de sécurité civile, tout simplement parce que là, nous allons être, j'allais dire, menants. Il y a cette notion c'est une notion militaire très intéressante, la notion de menant et de concurrent. Tout à l'heure, notre camarade nous a parlé à travers des exemples. Vous avez vu que la notion d'interservice sur des crises, notamment de sécurité publique avec l'attentat dans le tramway, vous a montré cette notion d'interservice. En fait, s'agissant de notre organisation, donc il y a cette notion de menant et concurrent qui est très importante. Voilà. Et donc, autant le bataillon en fait, est menant pour les crises de sécurité civile dans sa zone de compétence, autant pour d'autres crises, crises sanitaires, pour lesquelles pour autant nous allons mettre beaucoup de moyens, mais nous serons concurrents. Voilà. Et il en est de même pour les crises de sécurité publique. Donc là, j'ai mis une photo. Là, c'est bien un marin-pompier que vous voyez descendre en corde lisse. Voilà, on imagine rarement des pompiers habillés en noir avec un flingue. Voilà, et pourtant, c'est ce que nous faisons parce que nous sommes concurrents des forces spéciales, puisque ça, en fait, nous avons appris des attentats de 2015. En 2015, l'un des grands enseignements de la crise, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'était à la fois les frères Kouachi, le premier, Charlie Hebdo, plus ensuite les attentats. L'un des grands enseignements de la crise, c'est, en fait, on peut mettre 12 heures, 24 heures à neutraliser des terroristes. Par contre,
On ne pourra pas mettre 12 heures à prendre en charge les victimes. Impensable. Voilà. Impensable. Politiquement, humainement, impensable. Et donc, en réponse à ça, aujourd'hui, nous sommes capables, en tout cas aux marins-pompiers, d'intervenir, de par notre statut de militaire, en étant des professionnels de l'urgence, nous sommes capables d'intervenir ce que nous appelons militairement en milieu non permissif. Donc, bien évidemment, les forces spéciales font leur job, ce sont les premiers intervenants, et nous, juste derrière, sans attendre que tout soit terminé, parce que notamment en milieu maritime, un navire à passagers, ça va jusqu'à 8000 personnes à bord. Donc il va falloir des jours et des jours pour vérifier l'ensemble du navire, pour vérifier qu'il n'y a pas de terroristes cachés parmi les passagers. Et donc sans attendre cette neutralisation, si je puis dire, cette sécurisation de la zone d'intervention, et bien les marins-pompiers sont capables, par un entraînement commun, parce que nous avons appris des forces spéciales, nous sommes capables d'intervenir avec eux au moment où ils l'auront décidé dans la ligne opération. Voilà. Mais dans tous les cas, nous serons là avant même que les terroristes auront été neutralisés. Voilà. Ce savoir-faire, aujourd'hui, nous le mettons à disposition d'autres unités, puisque nous faisons partie des colonnes d'assaut du RAID pour la zone de Marseille. Aujourd'hui même, nous avions un entraînement avec le GIGN en contre-terrorisme. Voilà. Mais encore une fois, nous sommes concurrents. Voilà. Donc les crises de sécurité civile, comme vous le voyez sur les photos, elles sont de différentes natures. Voilà, vous l'avez vu sur la petite vidéo. Voilà, l'avantage de Marseille, c'est que, mis à part les avalanches, on a tous les types de risques. Voilà. Puisque vous avez les calanques, je vous invite, chers camarades anglo-saxons, à venir à Marseille. C'est une très belle ville. Donc vous avez les Calanques, qui est le plus grand site d'escalade en Europe. Voilà. Vous avez une interpénétration de l'urbain dans le massif forestier, ce qui fait qu'en situation de feu de forêt, c'est toujours un grand moment de bonheur. Voilà, nous avons le plus grand tunnel ferroviaire de France. Nous avons de l'activité radiologique. Voilà. Nous avons des structures bâtimentaires, malheureusement, qui comment dirais-je, en fait, Marseille, pour partie, a été construite sur... en fait, vous aviez les galères à Marseille, et les galériens pouvaient aller bosser quand ils n'étaient pas dans leur... voilà, c'était des peines ouvertes, et ils allaient faire maçon, avec les résultats que vous voyez. Voilà, les structures bâtimentaires sont un peu légères des fois. Alors, je vous parlais de guide. En fait, nous avons un guide qui est partagé au niveau national, qui s'appelle l'ORSEC, pour l'Organisation de la réponse de sécurité civile. En fait, sincèrement, je trouve que c'est pas un bon titre. Voilà, c'est pas vendeur, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, on parle sécurité civile, on pense pompiers. Alors qu'en fait, par nature, les interventions ne sont jamais chimiquement pures. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a des menants des deux concurrents, je vous l'ai dit. Mais en fait, les interventions ne sont jamais chimiquement pures. Moi, j'aimais bien, c'est mon côté, j'aime bien le vintage. Moi, j'aime bien avant. C'est l'organisation de la réponse des secours, c'était bien. Bon, voilà, années 80, les années 80 et ces paillettes sont passées par là. Et donc maintenant, c'est l'organisation de la réponse de sécurité civile. Et je pense que du coup, l'interservice est un peu perdu. Voilà. Dans tous les cas, on le voit bien que même quand nous sommes menants en intervention, que ce soit en incendie, en sanitaire, notamment sur la voie publique, en fait, nous n'intervenons jamais seuls. Évidemment, nous sommes les plus rapides, puisque sur Marseille, nous devons intervenir de par le règlement opérationnel en moins de 10 minutes, et nous le tenons, voilà, à 70% des cas. Après, Marseille, c'est une ville compliquée à circulation, donc voilà, on n'a pas d'objet volant encore, mais 70% de nos interventions, nous arrivons sur le lieu moins de 10 minutes après le décroché de l'appel. Moins de 10 minutes. Ça, c'est 350 fois par jour, aujourd'hui, en moyenne, puisque nous avons le taux de sollicitation le plus important en France. Nous sommes à plus de 120 interventions pour 1000 habitants. La moyenne française, c'est 66. La rue de Tivoli, ça s'est passé entre minuit, exactement à minuit 46. Le premier fourgon d'intervention est arrivé donc, à 7 minutes après le décroché de l'appel. Voilà.
Donc, l'Orsec, hein, c'est rarement seul, hein, puisqu'en fait, comme nous sommes sur la voie publique, évidemment, très rapidement, il va falloir les forces de sécurité intérieure, donc police nationale, police municipale, pour nous aider à circonscrire la zone d'intervention. Évidemment, quand nous sauvons des gens, alors nous avons la chance, en fait, les paramédics chez nous sont incorporés à notre unité, puisque les ambulances de réanimation, souvent, c'est décorrélé. Au bataillon, elles sont pour partie dans notre unité. Mais dans tous les cas, in fine, nous allons les mettre à disposition, comment dirais-je, des structures hospitalières. D'un côté, nous allons également avoir besoin d'expertise. C'est EDF, c'est l'électricité, pardon. Voilà, les acteurs d'électricité, c'est les opérateurs du gaz, enfin l'opérateur du gaz. Voilà. En fait, nous ne sommes jamais seuls. Voilà. Rue de Tivoli, il y a l'effondrement rue de Tivoli, il a fallu aller chercher des gens spécialisés dans le BTP, des ingénieurs spécialisés, et qui nous ont aidés avec nos experts à pouvoir apprécier à quel moment on pouvait continuer à faire les opérations de secours, le tout avec des gens du travaux publics. Enfin, vous voyez, donc là, on était vraiment dans l'interservice. Voilà. Donc, vous avez l'Orsec, et puis il y a une petite subtilité. Monsieur l'inspecteur général vous en a parlé. Pour les crises interministérielles, il y a une circulaire. Voilà, désolé, c'est mon côté notaire, mais voilà, il y a une circulaire du Premier ministre qui définit que, vous avez vu, au-dessus du préfet, en fait, c'est le Premier ministre. Et en fait, cette circulaire, elle a une petite subtilité, c'est qu'en fait, le Premier ministre, il peut désigner un ministre pour gérer la crise. Bon, allez, un petit cours d'histoire, rapidement, petite subtilité, ça sent la Troisième République. Ça sent l'instabilité. Vous voyez ? En fait, l'idée, c'est le Premier ministre, il dit, OK, il y a une crise. Je prends la lumière, regardez, j'ouvre la cellule interministérielle de crise, et je mets ce ministre. Comme ça, si ça se passe mal, qui saute ? Pas le Premier ministre, le ministre qu'il a désigné. Vous voyez ? Subtilité de la Troisième République. Voilà, l'histoire française. Bon, je ne remonterai pas à l'Ancien Empire. Hein, voilà. Donc, cette petite subtilité fait que néanmoins, il y a des opportunités. Je vous l'ai dit, hein, la crise, c'est aussi un monde plein d'opportunités. Et donc, quand le Premier ministre se retourne pour désigner un ministre, en fait, ils sont tous fanas. Voilà, parce qu'en fait, il y a un moment très fort de j'ai ma chance, j'ai de la lumière. Voilà. Derrière, je capte du pouvoir. Pouvoir ou des voix ou ce que vous voulez. Et donc, en fonction de la nature du gouvernement que vous avez, là, on est entre nous, hein, Chatham-House, le dessous des cartes, on est là pour ça, sinon, voilà. Et donc, on voit bien que, en fonction de la nature du gouvernement que vous avez, la relation en gestion interministérielle de crise va changer. Si vous avez un gouvernement avec beaucoup de grosses pointures politiques qui ont leur propre agenda, ce n'est pas du tout la même chose qu'un gouvernement avec des gens qu'on a été chercher de la société civile, qui n'ont pas le même agenda. Vous voyez ? Ok. J'ai cassé l'ambiance. Alors, là, je ne vais pas faire longtemps, puisqu'en fait, monsieur l'inspecteur général en a déjà parlé. En fait, dans l'Orsec, vous avez voilà, ceux qui sont dans l'exécution, et donc avec les missions permanentes de sécurité civile, donc vous avez bien évidemment les services d'incendie de secours, les unités militaires dont je vous ai parlé, hein, les marins-pompiers de Marseille, les sapeurs-pompiers de Paris, et des services de l'État, comme par exemple des moyens aériens ou des services de déminage. Et puis vous avez également, ponctuellement, parce que ce n'est pas leur mission première, eh bien, la gendarmerie, la police nationale, les services de l'État et des collectivités, hein, voilà, comme les collectivités, par exemple, sur la rue de Tivoli, voilà, nous avions la direction générale adjointe de la ville chargée de l'habitat qui a pris en charge les 400 dans le périmètre, il y avait 400 logements qu'il a fallu évacuer rapidement. Eh bien, c'est ce service de la collectivité qui les a pris en charge. Voilà. Vous avez des organismes privés, des associations, organismes privés et associations qui ont également leur tempo, qui ont également leur objectif. Voilà. Souvenez-vous, le tsunami en Indonésie, en Asie du Sud-Est. Voilà. Il y a des associations. Vous souvenez-vous de la vague de publicité des associations pour faire des dons. Sur place, l'État indonésien désorganisé avait du mal à gérer ces associations qui allaient là où il y avait la lumière, des caméras, qui n'allaient pas forcément là où l'État indonésien aurait choisi. Voilà.
les associations ne sont pas forcément des objets apolitiques. Et bien évidemment, nous avons les armées qui, conformément au Code de la Défense, peuvent être réquisitionnées pour réaliser ces missions. La direction, monsieur l'inspecteur général, en a parlé. Alors, on a parlé des maires, des préfets. En fait, il y a aussi les exploitants. C'est-à-dire que quand quelque chose survient chez un acteur privé, en fait, ça ne le dégage pas de sa responsabilité. Au contraire, il doit même nous apporter des éléments. Après, en fonction de son activité, il y a un lien différent, mais il doit même nous apporter des éléments, hormis l'aspect sauvetage des personnes, mais visant évidemment à préserver, vous vous souvenez, les biens environnement. Eh bien, c'est lui qui va nous dire, attention, nous avons tel produit par rapport à l'environnement, attention, ma priorité, c'est ça. Par exemple, le bataillon assure par convention la sécurité d'Airbus Hélicoptères, voilà, deuxième fabricant au monde d'hélicoptères. Évidemment, s'il y a un événement, l'exploitant d'Airbus Hélicoptères va, de façon subtile, va sans doute vouloir protéger finalement son outil industriel. Voilà, ces machines-outils qui sont essentielles. Voilà. Peut-être pas sa compta. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur général, on nous demande rarement de sauver la comptabilité. Voilà, c'est comme ça. C'est la dernière slide pour vous rassurer. Voilà. Bon, là, il y a un petit peu comment dirais-je, des lieux communs, mais néanmoins, je voulais, pardon, en fait, partager que, in fine, ok, tout le monde peut avoir un agenda un peu différent, tout le monde a des objectifs différents parce qu'on a des métiers différents, mais néanmoins, ce qu'on relève, c'est qu'en situation de crise, voilà, les gens veulent le bien commun, c'est clair. Pour autant, il y a des petits jeux. Et en fait, ce sont ces petits jeux, les interstices ou les frottements qu'il faut connaître. Voilà. Ils ne disparaîtront pas, c'est comme ça. Chacun joue sa partition. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est que quand vous êtes, vous, en tête de chaîne, que c'est vous qui êtes menant, il faut juste les connaître. C'est tout. Il faut connaître ces acteurs, voilà, et leurs soucis. Je vous l'ai dit, moi j'ai fait 3 ministères, et en fait, quand je parlais avec mes camarades de la marine, ah ouais, tel ministère, ils nous veulent du mal. En fait, non, pas du tout. Ils ont juste d'autres objectifs, d'autres agendas. Voilà. Et le fait est que ça peut télescoper d'autres volontés, mais voilà. En tout cas, il y a le cadre Orsec qui est, voilà. En tout cas, je pense que à la française, c'est une réussite, le cadre Orsec, parce qu'en fait, il est connu de tous, il est appliqué de tous, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, de temps en temps, il faut dire quand c'est bien. Là, c'est bien. Voilà. Hormis le nom, hein, vous avez entendu. Des outils de conduite et de direction qui sont maîtrisés. Monsieur l'inspecteur général vous les a présentés, les différents centres opérationnels. Ça aussi, ça fonctionne bien. Alors, attendons-nous quelques instants, pas trop longtemps, sur l'observation de biais récurrents. On a aujourd'hui beaucoup parlé sur des choses qui sont partagées. Voilà. Le sens, donner du sens. On a parlé de l'agilité dans l'organisation. On a parlé de l'incertitude. Ok. Je voulais, à travers des petits exemples, en fait, donner un éclairage sur les biais, sur des biais qu'on rencontre en intervention. Et ces biais, encore une fois, on ne les fera pas disparaître. Voilà. Et si ce ne sont pas ceux-là, il y en aura d'autres. Et le tout, c'est, comme on ne les fera pas disparaître, parce que c'est la nature humaine, hein, sinon on serait sans saveur, en fait, le tout, c'est de les connaître, ces biais. Et donc, l'influence des enjeux politiques. Exemple, vous avez un accident, alors tout ça a existé. Vous avez un accident ferroviaire. Vous savez, c'est passé en jugement il n'y a pas longtemps. Mauvais entretien d'aiguillage, un train, circulation, voilà, se renverse, pas mal de morts. Peu de temps après, vous avez des élections. Que vous arrivez, le commandement des opérations de secours, beaucoup plus d'hélicoptères qu'il n'en avait besoin. Élection. Donc, l'autorité gouvernementale avait besoin de démontrer médiatiquement qu'il était à la manœuvre. Voilà. Personnalité politique. Le jeu des personnalités politiques, on en a parlé. Quand vous regardez la télé face à différentes situations de crise, et ensuite quand vous matchez les agendas des uns et des autres, regardez. C'est toujours intéressant. Mais je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. C'est légitime. Je dis juste qu'en tant que chargé de la crise, il faut juste en avoir conscience pour pouvoir l'inscrire dans
la gestion de la crise. Voilà. Vous savez que rue de Tivoli, voilà, il y a des moyens qui faisaient que le préfet était tout à fait légitime pour prendre la main. Il n'a pas pris la main. C'est le maire de Marseille, deuxième ville de France, qui a gardé la direction des opérations. Voilà. Enjeu politique. La couleur politique du maire n'est pas celle du gouvernement. Le préfet représente l'État, certes, mais l'État est au service d'un gouvernement. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste qu'il faut en avoir conscience. L'exemple du Covid. Voilà. En fait, quand le Covid est arrivé, la municipalité à Marseille venait juste de changer après plusieurs décennies d'un bord politique. Le bataillon de Marseille était, comment dirais-je, et c'est un objet très intéressant politiquement, vous voyez, parce qu'il est au service d'une ville, donc d'un élu. Et donc, quand la nouvelle municipalité est arrivée, eh bien, le bataillon avait la couleur de l'ancienne municipalité. En fait, la crise Covid a été salvatrice pour le bataillon, je vous parlais d'opportunités, parce que tout simplement, ça a permis de démontrer à la nouvelle municipalité que nous n'étions d'aucun bord. Voilà, en bon militaire. Objectifs différents entre les acteurs. Eh bien là encore, c'est légitime. D'ailleurs, on le voit bien, en ce moment, c'est la planification des JO 2024. Donc les JO Paris 2024, comme le nom l'indique, ne seront pas qu'à Paris. Ce sera à Marseille et à Tahiti. Bon, moi, je suis à Marseille, donc je m'occupe de Marseille. Et on le voit bien qu'il y a une différence de point de vue entre la police, la préfecture de police, qui est chargée de la sécurité publique, et puis le préfet de département, qui a le reste. Et il y a un peu de tension. Voilà. Donc objectifs différents, et pourtant deux serviteurs de l'État, vous voyez. Donc les cas de sécurité publique versus sécurité publique, pardon, les cas de sécurité publique versus sécurité civile, hein, ça nous arrive souvent. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais quand on connaît les gens, après tout se passe bien. Il faut juste marquer son territoire. Voilà. Bon, un peu d'humour, hein, voilà. Et après, donc toujours sur les objectifs différents entre les acteurs, le moment de la crise peut aussi servir des intérêts qui seront utiles après la crise. Voilà, vous avez vu, j'ai bien fait le job, monsieur le ministre, mais il me manquait des moyens. Voilà. Donc il y a toujours, en situation de crise, il faut toujours avoir ça à l'esprit, quand vous entendez les gens s'exprimer à la télé, y compris des gens qui n'étaient pas sur l'intervention. Voilà. D'ailleurs, surtout ceux qui ne sont pas sur l'intervention. Le tempo opérationnel qui peut ne pas être partagé. En fait, comme je vous le disais, nous intervenons en moins de 10 minutes. Évidemment, nos camarades de la sécurité publique, quand vous avez la BAC, ils sont pas 15 000 sur Marseille, et donc ils mettent un peu plus de temps en fonction de là où ils intervenaient sur d'autres affaires. C'est pareil pour le gaz, l'électricité, voilà. Ou les services de la ville. Voilà. Nous sommes aussi dépendants d'autres acteurs qui ont un autre tempo. Le tempo, il est aussi lié à la nature, la nature de l'intervention. Vous voyez, la rue de Tivoli, ça durait une semaine. Vous prenez une pollution, ça peut durer des semaines. Et vous prenez une opération de sécurité publique sur l'autoroute, hein, ça va durer quelques heures. Et pour autant, vous avez l'exploitant qui va vous mettre la pression, et voire même le préfet, pour que très rapidement on rouvre l'autoroute. Voilà. Et donc il y a le tempo c'est un point très important dans la façon dont nous menons les opérations. Voilà, et nous devons faire avec, y compris le tempo médiatique. C'est-à-dire qu'à 7 heures, il faut être rasé, beau, prêt, même si vous avez passé la nuit à enlever des gravats, parce qu'à 7 heures, en fait, c'est le point presse. Voilà. Et à 12 heures, vous êtes toujours aussi beau et rasé, parce qu'il faut préparer le journal de 13 heures, et pareil à 20 heures. Voilà. Concurrence entre les acteurs, bah oui, en fait, je vous le disais, hein, le concurrence, hein, parce qu'en fait, vous avez la lumière, donc du pouvoir, donc des finances, donc du rayonnement en fonction de quelles sont vos appétences pour votre carrière, pour votre unité ou autre. Voilà. Voilà. Donc il y a forcément de la concurrence. Il y a de la concurrence dans l'information. Le premier qui apporte l'information au niveau du décideur, que ce soit le préfet ou au niveau du ministre ou au niveau du Premier ministre, c'est lui qui a gagné. Voilà, donc vous avez, il faut le savoir, il y a une lutte acharnée pour amener de l'information, même si elle n'est pas consolidée. Mais le premier qui parle, il a gagné. C'est la vie. Il faut le savoir, juste, c'est tout. Et donc, vous vous mettez en position pour pouvoir parler le premier, à juste titre. Et enfin, de possibles incompréhensions entre les acteurs. Si je vous dis
je reçois un appel d'un VLCC qui allège dans l'aire d'atterrissage de Fos, et il a un feu en machine arrière, vous ne savez pas de quoi je parle, bon, évidemment hormis Sébastien. Voilà. Un VLCC, c'est un pétrolier, c'est un supertanker. Allège, ça veut dire qu'il est vide, ça veut dire qu'il est plein de gaz, et il y a un feu en machine arrière, ça veut dire que ça va mal se passer. Ça veut dire qu'on va transpirer, qu'on va envoyer des moyens. Vous voyez, le vocabulaire, ça a son sens. Souvent, en interservice, j'ai eu l'honneur de bosser aux affaires maritimes, et en fait, souvent, quand il y avait des relations entre les affaires maritimes et puis les services d'incendie de secours, en fait, pas le même vocabulaire, les gens ne comprenaient pas. Voilà, les gens ne se comprenaient pas. Juste ça. Et ça, c'était un exemple parce que c'est mon côté marin, donc j'ai pris un exemple maritime, mais il est vrai dans plein d'autres domaines, et je vois le regard voilà, bienveillant, mais pas que, il me dit que c'est fini. Voilà. Voilà, l'objectif, c'était, enfin en tout cas, la dernière phrase de conclusion, elle est une phrase bateau, mais c'est normal pour un marin. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est une organisation qui soit lisible et agile. C'est-à-dire que les gens qui sont en face de vous, il faut qu'ils vous comprennent. Voilà. Il faut qu'ils savent d'abord savoir qui vous êtes, hein, et il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Voilà. C'est tout. Voilà. Merci à vous.